De toute façon, qui avait l'intention de l'ouvrir? C'était mon idée. Bon, alors tu n'as que toi à blâmer. Kevin Beats est de retour. Et s'il échoue, l'empire minier de Tony Beats pourrait s'effondrer à jamais. Les fouilles d'Indian River ont tourné au cauchemar, engloutissant des millions de dollars sans presque rien rapporter. Avec des équipements en panne et des pertes qui s'accumulent, Tony a une dernière chance, Paradise Hill. Paradise Hill parviendra-t-il vraiment à renverser la situation? Ou est-il trop tard? Suivez Kevin dans une course contre la montre, face à la faillite totale de toute sa famille. La course pour sauver Paradise Hill. Paradise Hill. Cela ressemble à un rêve, mais pour la famille Beats, ce n'est rien d'autre qu'un pari risqué. Kevin et sa compagne Faith doutaient de leur retour. Ils avaient prévu de rester sur la touche cette saison, et honnêtement, personne ne pouvait les en blâmer. Un certain entêtement a rendu les progrès terriblement lents, et sans l'expertise de Kevin, remettre le Trommel en marche a été un véritable combat. Monica a vu clair. Elle savait que si rien ne changeait, toute l'opération était vouée à l'échec. C'est pourquoi elle a rappelé Kevin, espérant qu'il pourrait faire ce que personne d'autre n'avait réussi. Maîtriser ce désordre avant la fin du temps imparti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est clair que les problèmes de Paradise Hill sont bien plus profonds qu'un simple trommel cassé, et ce que Kevin est sur le point de découvrir va tout bouleverser. Mais Kevin ne s'aventure pas dans une voie facile. 10 mois de contretemps, des réparations à moitié terminées, et une opération maintenue à la seule force de sa volonté, laissent entrevoir une montagne de travail. Au moins, l'équipe a réussi à remplacer la bague d'entraînement cassée et à déplacer l'installation de lavage. Mais c'était la partie facile. Maintenant, l'équipe de Kevin doit fixer le tablier de l'écluse, le fixer au trommel, raccorder l'alimentation en eau, installer le convoyeur et installer la trémie d'alimentation. Et ils ont moins d'une semaine pour y parvenir. Le temps presse, et l'échec n'est pas envisageable. Pour commencer, remonter le pont de l'écluse à Or est une tâche délicate qui exige précision et patience, deux qualités qui font défaut sur ce claim. Un faux pas, et toute la structure pourrait être désalignée. Kevin et son équipe manœuvrent le tout pour le mettre en place. Et jusqu'ici tout va bien, mais pas le temps de se réjouir. Il faut maintenant installer le convoyeur, la bouée de sauvetage qui alimentera le trommel en terre. Une grue d'un côté, une excavatrice de l'autre, et des nœuds d'acier entre les deux. Tout doit être parfaitement aligné. Mais bien sûr, rien ne se passe comme prévu. Des supports tordus, des trous mal alignés, et un convoyeur qui refuse de coopérer, menace de faire dérailler tout le processus. Le chef de l'opération se tient près du site, les yeux rivés sur chaque mouvement, sa patience s'amenuisant de seconde en seconde. Il déteste se sentir démuni. Mais pour l'instant, Kevin est sa seule chance d'empêcher la saison de s'effondrer. L'équipe travaille vite, mais le travail est impitoyable. Ils coupent, soudent, martèlent, forçant des pièces lourdes à se mettre en place, luttant contre un métal qui refuse de coopérer. Le soleil tape fort, rendant la chaleur presque insupportable. La sueur coule, les mains glissent, et chaque erreur leur coûte plus que du temps. Plus cela prend du temps, plus ils perdent d'argent. Les heures s'éternisent, et la pression monte. Le trommel est à l'arrêt depuis plus de 12 mois, ramassant poussière et rouille. Et chaque seconde qui passe, sans qu'il tourne, les rapproche du désastre. Kevin avance sans relâche, et son équipe suit son exemple. Ils soudent, coupent, martèlent. Leurs mouvements sont rapides et précis. Des étincelles jaillissent en éclairs brillants, illuminant leurs visages fatigués. L'air sent le métal brûlé, chargé de la chaleur de leur travail. Chaque boulon serré, chaque pièce d'acier mise en place est une petite victoire, mais il n'y a pas de temps pour la fête. Le trommel gémit sous la pression, sa lourde structure résistant à leurs efforts. Il est sans vie depuis trop longtemps. Il se défend comme s'il refusait d'être ramené à la vie. Le soleil tape, implacable, faisant de l'air une chaleur brûlante contre leur peau. La sueur coule de leur front. Leurs bras leur font mal et ils ont l'impression que leur dos est sur le point de se briser. Mais s'arrêter n'est pas une option. L'épuisement s'installe, mais personne n'en parle. Kevin sait que faire une pause maintenant pourrait faire la différence entre le succès et l'échec. Tous ici comprennent que s'ils ne remportent pas cette bataille contre le temps, Paradise Hill leur filera entre les doigts. Ils n'auront rien à montrer de leurs efforts, rien à quoi s'accrocher, si ce n'est des regrets. Alors que le jour s'étire vers le soir, ils continuent à pousser. Le ciel commence à virer à l'orange, le soleil décline, mais le trommel ne tourne toujours pas. Il se dresse devant eux tel un géant immobile, les mettant au défi de persévérer. Ils ont fait des progrès, mais pas assez. Loin de là. Tony Pace observe, sachant précisément ce qui est en jeu.
S'ils ne parviennent pas à remettre cette machine en marche d'ici la fin de la semaine, tout ce pourquoi ils se sont battus sera perdu. Chaque once d'or qui traîne dans la terre restera enterré à jamais. Ils ont besoin de plus de temps. Mais le temps joue contre eux. Réparer le trommel était difficile. Mais il ne s'agissait pas seulement de faire fonctionner une machine. Des camps miniers à la gloire. Kevin Beats n'est pas seulement né dans une famille de mineurs. Il a hérité d'un héritage de courage, de machines lourdes et d'une quête incessante de l'or. Né le 10 juillet 1988, il était l'aîné du célèbre Tony Beats et de sa femme, Minnie. Contrairement aux enfants qui ont grandi avec des terrains de jeu et des jeux vidéo, son enfance a été rythmée par la saleté, le rugissement des moteurs et le poids constant des attentes. Il avait 3 frères et sœurs, mais étant l'aîné, il devait constamment placer la barre très haut. Son père, un mineur légendaire du Klondike, n'était pas du genre à faire des compliments. Il a donc dû prouver sa valeur dans les conditions les plus difficiles. À seulement 13 ans, il était déjà plongé dans le monde de l'orpaillage, effectuant un travail qui aurait ruiné la plupart des hommes adultes. Et à 19 ans, alors que la plupart des adolescents cherchaient à se reconstruire, il dirigeait des équipes à Paradise Hill. Ce n'était pas un travail comme les autres, c'était une question de survie. Il prouvait ainsi qu'il avait le cran et les compétences nécessaires pour devenir un Beats. Il ne se contentait pas de regarder les machines fonctionner. Il les maîtrisait, les réparait, les soudait et apprenait à en utiliser chaque pièce. Mais l'exploitation minière ne suffisait pas. Il souhaitait élargir ses connaissances au-delà de l'entreprise familiale. Il a fait ses valises et s'est dirigé vers l'Université du Nouveau-Brunswick, où il a obtenu des diplômes en leadership interdisciplinaire en informatique en 2012. Mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas une échappatoire facile à la vie de mineur. Pendant ses études, il avait toujours un pied dans le milieu, gérant le camping Eureka de 2011 à 2013. Il ne se contentait pas de se former. Il développait les compétences qui allaient le démarquer. C'est ce qui le caractérisait. Il ne reculait jamais devant les défis. Ses qualités de leader se sont affinées et, à son retour sur le terrain à temps plein, il n'était plus un simple enfant de Beats travaillant sous les ordres de son père. Il était là pour avoir un impact. Puis vint le moment qui le fit connaître à des millions de personnes. Gold Rush sur Discovery Channel. Dès la saison 5, il n'était plus seulement le fils de Tony Beats. Il était un acteur clé à l'écran, prouvant qu'il pouvait tenir le coup. Les fans ont vite compris qu'il ne suivait pas seulement les traces de son père. Il possédait les compétences, les connaissances et la motivation nécessaires pour propulser l'exploitation minière à un niveau supérieur. Sa spécialité? Démonter d'énormes machines minières et les remonter comme si c'était un jeu d'enfant. La plupart des gens ne sauraient même pas par où commencer. Mais pour lui, c'était une journée de travail comme les autres. Le métier d'exploitant minier est une activité brutale, tant physiquement que mentalement et financièrement. Mais il n'a pas seulement survécu dans ce secteur. Il y a prospéré. Sa capacité à conduire et à réparer des machines lourdes est devenue sa plus grande force, faisant de lui un élément essentiel de l'exploitation de Beats. Il savait souder, fabriquer et surpasser presque n'importe qui. Ses connaissances techniques alliées à son expérience pratique faisaient de lui une force sur laquelle il fallait compter. Mais malgré sa célébrité, il ne se contentait pas de caméra ou d'or. Il était passionné par le travail, l'adrénaline, la latte, l'effort. En dehors des mines, il n'est pas du genre à étaler sa vie privée partout, mais une chose est sûre. Sa relation avec Faith Ting est solide. S'il ne partage pas grand-chose, ses fans ont eu un aperçu de leur vie commune sur les réseaux sociaux. Ils sont ensemble depuis des années, prouvant que même dans un monde incertain, certaines choses peuvent rester stables. Parlons maintenant d'argent, car soyons honnêtes, c'est ce que tout le monde veut savoir. Sa fortune s'élève à environ 2 millions de dollars. Une fortune bâtie grâce à des années de travail acharné et à son rôle dans Gold Rush. Mais comparé à son père, dont la fortune est estimée à 15 millions de dollars, il a encore un long chemin à parcourir. L'entreprise familiale vaut des millions, et l'industrie aurifère est impitoyable. Une mauvaise saison et tout pourrait basculer. Mais c'est la réalité qu'il connaît bien. Le métier d'exploitant minier n'est pas pour les faibles, et la famille Beats n'a jamais eu de place pour ceux qui ne supportent pas la pression. Il a dû faire face à des pannes mécaniques, à des conditions climatiques extrêmes et à une pression constante pour performer. Chaque année est un pari risqué, mais il revient toujours. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'il connaît. La famille Beats ne baisse pas les bras. Kevin avait tout appris sur l'exploitation minière, mais cela ne signifiait pas qu'il voulait continuer à faire les choses à l'ancienne. Le combat d'un fils pour s'émanciper,
Kevin Beats est né dans l'industrie minière, littéralement, ayant grandi dans un monde où l'or n'était pas seulement un métal précieux, mais un mode de vie. Il était censé perpétuer la tradition familiale. Son père, Tony Beats, était déjà une légende du Klondike, le genre d'homme convaincu que le travail acharné, la force brute et le sens pratique étaient les seules clés du succès. Kevin, Louis, avait ses propres idées. Certes, il avait appris les ficelles du métier très tôt, travaillant dans les mines avant même que la plupart des jeunes n'aient leur premier emploi d'été, mais cela ne signifiait pas pour autant qu'il voulait suivre les conseils de Tony Page après page. À l'adolescence, il dirigeait déjà des équipes à Paradise Hill. Il avait les compétences, l'expérience et la motivation, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Malgré tous ses efforts, Tony était toujours là. Observer, jugger, pousser. Travailler dur ne suffisait pas. Il fallait faire à la manière de Tony. Et c'était là le problème. Des années passées à assimiler toutes les leçons sur l'exploitation minière lui ont donné les connaissances nécessaires, mais il avait aussi un œil sur l'avenir. Technology, strategy, efficacité. Voilà ce qu'il souhaitait apporter au jeu. Mais dans le monde de Tony, si ce n'était pas fait de ses propres mains, ça ne valait pas la peine. Les choses ont pris une autre tournure lorsqu'il a décidé qu'il avait besoin d'une pause, un congé sabbatique, comme il l'appelait. Pour Tony, c'était juste un autre mot pour dire « abandonner ». L'exploitation minière n'est pas une chose qu'on abandonne, c'est dans le sang. Mais prendre du recul était nécessaire pour respirer, réfléchir, déterminer si cette vie lui appartenait vraiment ou s'il était simplement prisonnier du cycle des betteraves. Cette décision ne plaisait pas à Tony. Cela l'a laissé désemparé, contraint de prendre le relais sans son fils à ses côtés. Ce n'était pas que des affaires. C'était personnel. Partir était comme une trahison. À son retour, il n'était plus le même. Il avait un nouveau plan, un plan qui ne l'obligeait pas à rester dans l'ombre de son père. Chaque centime économisé était investi dans sa propre exploitation minière. C'était sa chance de prouver qu'il pouvait réussir à ses propres conditions. Mais l'exploitation minière est une activité brutale, et la réalité se moque des rêves. L'équipement tomba en panne, l'argent commença à manquer, et bientôt, il se retrouva à lutter pour maintenir les choses à flot. Puis vint l'heure de vérité. Demande de l'aide à Tony. Et la réponse? Un non catégorique. Plus de cadeaux. La voie difficile était la seule. Pas de traitement de faveur. Pas de raccourci. Désespéré. Il se tourna vers quelqu'un d'autre. Parker Schnabel. Un concurrent. Certes. Mais aussi quelqu'un prêt à conclure un accord. Mais les accords miniers ne sont jamais équitables. Parker proposait un camion d'occasion, mais à un prix bien plus élevé qu'une simple somme d'argent. Plus de $0 lui étaient sortis de la poche. Il a dépensé jusqu'au dernier centime pour faire avancer les choses. Ce fut une dure leçon. Dans le secteur minier, la loyauté est rare, et chaque faveur a un prix. Les difficultés n'étaient pas seulement financières. Son équipe, dirigée par le contremaître Brennan Rule, était frustrée. Le matériel était vétuste. Pannes constantes, des revers à chaque tournant. L'exploitation minière ne se résume pas à trouver de l'or. Il s'agit de survivre à tout ce qui se présente. Il a dû se battre pour chaque progrès, prouvant non seulement à Tony, mais aussi à lui-même, qu'il avait les qualités requises. Mais la tension entre père et fils ne s'est jamais dissipée. Ils aimaient tous deux l'exploitation minière, mais leur point de vue était totalement différent. La méthode de Tony était traditionnelle. Bâtie à la sueur et au courage, l'avenir qu'il envisageait n'était pas seulement une question de force, il était aussi une question d'innovation. Et cette différence les a opposés, malgré tous leurs efforts pour trouver un terrain d'entente. Le lien entre un père et son fils est plus qu'une simple famille. C'est un choc d'idéaux. Une lutte de volonté. L'un veut construire quelque chose de nouveau, tandis que l'autre refuse d'oublier le passé. Et tant que l'or les attirera à nouveau vers les mines, leur relation sera sans cesse mise à l'épreuve. Combien de temps pourront-ils continuer à se battre avant que quelque chose ne cède enfin? Mineur ne se résume pas à creuser. Il s'agit de surmonter les moments difficiles. Certains mineurs trouvent de l'or et s'enrichissent, tandis que d'autres repartent sans rien. L'ascension et le déclin de Gold Rush Legends. L'extraction d'or n'est pas une mince affaire, mais quand elle est rentable, elle l'est vraiment. La série Gold Rush nous a offert des récoltes d'or époustouflantes. La preuve qu'un bon mélange de détermination, de machinerie lourde et d'un peu de chance peut transformer des millions en or. Au fil des saisons, nous avons vu des équipes passer de la survie à peine assurée à des récoltes records. Mais ne vous y trompez pas. Chaque once a un prix. De longues heures, du matériel cassé
et des risques financiers rendent chaque pépite durement gagnée. Lors de la première saison, l'équipe de Todd Hoffman n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Ils se sont présentés, ont fouillé et ont récupéré environ 15 onces d'or. Pas grand-chose, mais ça les a captivés. L'année suivante, ils ont déménagé à Quartz Creek, où la situation a commencé à s'améliorer. 93 onces d'or, d'une valeur d'environ 150 $. Pendant ce temps, Parker Schnabel, alors adolescent, dirigeait la grande mine de pépites de son grand-père et en repartait avec 34 onces. Un bon départ. Dans une autre région du Klondike, Dakota Fred Hurt s'activait également, s'emparant d'environ 80 onces. Puis vint la troisième saison, et soudain, les choses devinrent sérieuses. L'équipe d'Hoffman s'associa à Dave Turin et, ensemble, ils extrairent plus de 800 onces d'or, soit plus d'1 million de $. Parker prit également son envol, extrayant près de 200 onces, tandis que l'équipe de Dakota Fred atteignit 163 onces. Les enjeux étaient de plus en plus importants, et il était clair que plus ces mineurs gagnaient en expérience, plus les récompenses étaient importantes. Dès la quatrième saison, Parker Schnabel en avait assez de jouer la carte de la discrétion. Il prit un risque énorme en louant de nouvelles terres à Scribner Creek, et son expérience fut largement payante. Plus de 1,0 once d'or. C'était plus que toute la carrière de Todd Hoffman jusqu'alors. Puis vint la cinquième saison, où Parker ne se contenta pas de battre son propre record. Il le pulvérisa. Plus de 200 onces, rapportant près de 3 millions de $. L'équipe de Todd s'en est plutôt bien sortie, récoltant environ 300 onces, d'une valeur de plus d'1,5 million. Durant la sixième saison, Parker a continué à dominer. Son équipe a extrait plus de 300 onces, générant environ 3,5 millions de $. L'équipe d'Hoffman a finalement connu une bonne année, avec un peu plus de 3,0 onces. On aurait dit qu'ils avaient enfin compris, mais comme toujours, l'exploitation aurifère ne laisse pas de temps à gagner. Puis la septième saison est arrivée, et Parker a une fois de plus prouvé qu'il était le roi du Klondike. Plus de 4,0 onces, plus de 5 millions de $. Tony Beats a également tenté sa chance. Il a remis en état une vieille drague et en a extrait plus de 2,0 onces. L'or coulait à flot, et les chiffres grimpaient plus haut que jamais. La huitième saison a franchi une nouvelle étape. Parker et son équipe ont atteint un record de 6,280 onces, rapportant plus de 7 millions de $. Tony Beats n'était pas loin derrière avec plus de 3,6 onces. Mais l'équipe d'Hoffman, pour sa dernière saison, a terminé avec un peu plus de 1,6 onces. Pas mal, mais loin de ce que Parker ramenait. La saison 9 a vu Parker battre un nouveau record, avec plus de 7,400 onces, rapportant près de 9 millions de $. Rick Ness, désormais à la tête de sa propre exploitation, franchit la barre des 1,0 onces, prouvant ainsi sa capacité à voler de ses propres ailes. Tony Beats connut une autre bonne année, même s'il manqua son objectif, avec un peu moins de 400 onces produites. La ruée vers l'or battait son plein, mais chaque saison apportait son lot de défis plus importants. Puis vint la saison Dix, et Parker reprit le travail, extrayant plus de 700 onces, pour une valeur colossale de 10 millions de $. Rick Ness, aux prises avec un nouveau site, dépassa de justesse les 500 onces. Tony Beats dut déménager ses activités suite à un problème de bail, se retrouvant avec un peu plus de 2,0 onces. Il était désormais clair que l'exploitation aurifère était imprévisible, et que même les plus grands noms pouvaient rencontrer des obstacles. En repensant à toutes ces saisons, une chose est sûre, l'exploitation aurifère n'est pas seulement une question de chance, mais aussi de savoir quand prendre des risques et quand jouer la sécurité. Certains mineurs ont fait fortune, d'autres ont tout perdu, et chaque saison était un pari risqué. Mais une chose est sûre, la quête de l'or les a toujours ramenés, malgré les difficultés. Et si l'histoire nous enseigne une chose, la prochaine grosse récolte d'or pourrait bien être le fruit d'une échappée chanceuse. Mais la vraie question est, qui fera fortune ensuite? Kevin Beats est-il vraiment la clé du sauvetage de l'empire minier de Tony Beats? Ou Paradise Hill n'est-il qu'une nouvelle tentative, vouée à l'échec, pour enrayer l'effondrement inévitable? Avec des millions en jeu et un temps limité, ce retour sera-t-il un triomphe ou un désastre? Certains affirment que Kevin est le seul espoir, tandis que d'autres pensent que même lui ne peut pas remédier à ce désastre. Qu'en pensez-vous? Paradise Hill peut-il encore rapporter de l'or? Ou est-ce que la fin pour Tony? Dites-le nous ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus. S'il y a une chose que j'ai apprise de Tony, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter. Ça ne marche pas, nouveau plan. Ça ne marche pas, nouveau plan. Si ça ne marche pas, prends un plus gros marteau.
fait en sorte que ça marche. Kevin Beats ne se contente pas de reprendre Gold Rush. Il s'affranchit de l'ombre de son père avec un seul objectif: surpasser l'héritage de Tony Beats. Mais voici la surprise. Kevin ne suit pas les mêmes règles. Il bouleverse le monde de l'exploitation aurifère avec des risques audacieux, des initiatives durables et une vision que personne n'a vu venir. Découvrons comment Kevin compte réécrire l'histoire de la famille Beats et de la ruée vers l'or elle-même, avant qu'il ne soit trop tard. Un plan audacieux pour redéfinir l'exploitation aurifère. Kevin Beats est prêt à révolutionner le monde de l'exploitation aurifère. Il prend les choses en main et s'assure que tout le monde sache qu'il est déterminé à diriger Gold Rush. Débordant d'assurance, Kevin a décidé de diriger à la fois l'exploitation familiale Beats et l'une des émissions minières les plus populaires de la télévision. Mais une vérité cachée pourrait tout bouleverser. La prochaine décision de Kevin va tout changer. Ayant grandi dans la famille Beats, l'exploitation minière était un mode de vie. Entouré de travail acharné et de détermination, il a été témoin des efforts incessants qui ont bâti un empire minier légendaire. Cette éducation n'était pas seulement inspirante, elle lui a appris le courage et la persévérance nécessaires à la réussite. Dès son plus jeune âge, il a acquis les compétences et les connaissances qui lui ont permis de tracer sa propre voie. Fort de ses années d'expérience, il est loin d'être un novice dans le monde minier. Il a occupé des postes allant de la conduite de machinerie lourde à la direction d'équipe et à l'orchestration d'opérations complexes. Ces défis ont fait de lui un professionnel chevronné, capable d'exploiter tout le potentiel et de diriger efficacement une équipe. Son calme et sa capacité à résoudre les problèmes lui ont valu le respect. À l'écran comme en dehors, désormais investi d'un rôle de leadership plus important, il est déterminé à honorer l'héritage familial Beats tout en laissant sa marque. Innovant, il s'engage à assurer le succès de leurs entreprises de manière durable et avant-gardiste. Pour lui, il ne s'agit plus seulement de trouver de l'or, mais de le faire en étant tourné vers l'avenir. Comparé à son père, le style de Kevin est légèrement différent. Tony a un côté costaud, et ça lui va. Mais Kevin adopte une approche plus réfléchie. Il n'a pas peur de prendre des risques, mais il prend soin de bien réfléchir avant. Ce mélange d'audace et de planification minutieuse pourrait bien être ce dont la famille Beats a besoin pour rester au sommet d'un secteur en constante évolution. L'un des plus grands obstacles auxquels Kevin est confronté est de sortir de l'ombre pesante de Tony. Son père est le visage de Gold Rush depuis des années, et les fans l'adorent pour son attitude pragmatique. Mais Kevin n'est pas là pour copier son père. Il est là pour prouver qu'il a ce qu'il faut pour non seulement égaler le succès de Tony, mais peut-être même le surpasser. C'est un défi de taille, mais Kevin semble prêt à le relever. Il a la motivation, les compétences et la confiance nécessaires pour y parvenir. Le leadership de Kevin ne se limite pas à la prise de décision par la haute direction. Il sait que l'exploitation minière est un travail d'équipe et il tient à créer une équipe solide et soudée. Le respect et la communication sont très importants pour lui et il veille à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Lorsque l'équipe travaille ensemble comme une machine bien huilée, tout fonctionne mieux et tout le monde y gagne. Mais pour Kevin, il ne s'agit pas seulement de divertir les téléspectateurs. Il s'est donné pour mission de repousser les limites du possible dans l'exploitation aurifère. En sortant des sentiers battus et en misant sur l'innovation, il ouvre la voie à une nouvelle ère dans le secteur. Kevin se distingue notamment par son engagement en faveur du développement durable. Il n'ignore pas l'impact environnemental de l'exploitation minière et s'engage à trouver des solutions pour améliorer les choses. Cela implique de rechercher des méthodes plus respectueuses de la planète sans compromettre les résultats. Cette attitude avant-gardiste s'inscrit parfaitement dans la tendance mondiale en faveur de pratiques plus responsables et place Kevin et l'équipe Beats à l'avant-garde d'une approche minière plus intelligente et plus écologique. Pour approfondir sa vision du développement durable, il a exploré toutes les pistes, depuis l'amélioration des systèmes de recyclage de l'eau jusqu'à la réduction de la consommation de carburant des engins lourds. Le coût de l'extraction de l'or n'est pas seulement financier. Il a un impact environnemental qu'il refuse d'ignorer. Ses efforts d'innovation et d'adaptation témoignent non seulement d'un sens des responsabilités, mais aussi d'une vision prospective, preuve de sa vision à long terme. Au-delà des aspects techniques, son leadership consiste à donner à l'équipe le sentiment de faire partie d'un tout. Ce n'est pas seulement une tâche pour lui ou ses subordonnés. C'est une mission commune. Qu'il s'agisse de célébrer les petites victoires ou de relever les grands défis, il souligne que chacun a un rôle à jouer dans la réussite.
Instaurer la confiance et la camaraderie n'est pas pour lui une simple formalité. C'est en partie ce qui fait fonctionner l'ensemble de l'opération. La transition de Tony à sa direction marque un moment important pour la famille Beats et Gold Rush. Ce passage de flambeau marque à la fois la continuité de leur héritage et le début d'une nouvelle aventure. Son parcours, d'apprenti de Tony à leader à part entière, témoigne de son chemin parcouru. Chaque défi qu'il a relevé l'a préparé à ce moment. Sa déclaration audacieuse de prendre le contrôle de Gold Rush n'est pas une simple parole. Il a une vision claire de ses objectifs. Il ne s'agit pas seulement d'être sous les feux des projecteurs ou de diriger une émission de télévision. Il s'agit de prendre les rênes d'une équipe, d'honorer un héritage familial et de repousser les limites du possible dans l'exploitation aurifère. Avec détermination, créativité et leadership, il est prêt à prendre d'assaut le secteur. Son approche, Alliant Innovation, développement durable et leadership, illustre une mentalité tournée vers l'avenir qui pourrait définir toute une génération de mineurs. Dans ses nouvelles fonctions, les défis à venir ne lui semblent pas être des obstacles. Ce sont des opportunités. Sa capacité à s'adapter aux changements tout en respectant la tradition est précisément ce qui rend son leadership si convaincant. Kevin Beats est prêt à prendre les rênes et à apporter une nouvelle approche à l'exploitation aurifère. Une nouvelle voie fondée sur la détermination. Pour l'individu au cœur de tout cela, la décision de rejoindre Parker était bien plus qu'une simple question d'exploitation minière. C'était une déclaration d'autodétermination. Prouver sa capacité à réussir sur le plan personnel, loin de l'ombre de l'héritage de Tony, a eu un coût élevé. La relation déjà compliquée avec son père s'est encore plus fracturée. Si le succès professionnel est venu rapidement, le coût personnel a été indéniable. Pendant ce temps, Tony essayait d'aller de l'avant. Il redoubla d'efforts dans ses opérations minières, se concentrant sur la reconstruction, et prouvant que l'équipe des Beats pouvait prospérer sans le membre disparu. Mais ses proches savaient que son absence avait laissé des traces. Tony était fier de sa capacité à affronter n'importe quelle tempête, mais celle-ci était inattendue. Cette perte ne fut pas seulement un coup dur pour l'équipage. Elle rappela que même les familles les plus solides ne sont pas à l'abri de la division. L'équipage de Parker, renforcé par ce nouveau membre, continua d'établir de nouveaux records. Leur succès constitua une justification, mais il creusa aussi le fossé avec la famille Beats. Tandis que l'équipe de Parker célébrait ses victoires, l'équipe Beats persévéra, déterminée à prouver qu'elle pouvait encore concourir au plus haut niveau. La rivalité entre les deux équipes s'intensifia encore, chaque médaille d'or et chaque revers étant scruté à la loupe par les fans et les critiques. Cette histoire est celle d'ambition, de conflit et de la lutte pour trouver sa place dans un monde dominé par des personnalités hors du commun. Elle nous rappelle que la loyauté est une arme à double tranchant et que la quête d'indépendance a souvent un prix. La décision de partir n'a pas été facile, mais c'était une étape nécessaire pour définir un nouvel héritage. Pour Tony, ce fut une douloureuse leçon sur la complexité de la famille et du leadership. Et pour Parker, ce fut un coup de maître stratégique qui consolida son statut d'opérateur parmi les plus avisés du secteur. Alors que la situation se calme, l'avenir reste incertain. Le nouveau partenariat ne montre aucun signe de ralentissement, mais les cicatrices laissées sur la famille Beats mettront du temps à cicatriser. Seul le temps saura si ce changement sera perçu comme un pari audacieux ou une trahison irréfléchie. Une chose est sûre, dans le monde des mines d'or, où les fortunes se gagnent et se perdent à chaque saison, le suspense est loin d'être terminé. L'exploitation aurifère ne se résume pas à faire fortune. C'est un bouillonnement d'ambitions brutes, de machines lourdes et de personnalités conflictuelles. L'émission de télé-réalité Gold Rush n'a jamais hésité à montrer à quel point la situation peut devenir chaotique et dramatique lorsqu'on y mêle la passion de l'or et une pression énorme. Au fil des saisons, la série a été le théâtre de nombreuses querelles enflammées, certaines explosives, d'autres latentes, mais toutes divertissantes à regarder. Ces tensions proviennent souvent de pannes d'équipement, de cibles manquées ou simplement de personnalités qui ne s'entendent pas. C'est le genre de drame qui captive les téléspectateurs. Mais pour les mineurs, c'est une dure réalité à laquelle ils ne peuvent échapper. Dès la première saison, l'équipe d'Hoffman a préparé le terrain pour un chaos qui pourrait survenir. Mené par Todd Hoffman, ce groupe d'espoir était plein de rêves, mais manquait d'expérience. Leur manque de savoir-faire s'est rapidement transformé en catastrophe, avec des pannes d'équipement constantes et des résultats miniers médiocres qui ont accentué le stress. La situation a atteint son paroxysme lorsque Jim Dorsey et Greg Remsburg
se sont affrontés d'une manière que personne ne pouvait ignorer. Les esprits s'échauffèrent, les coups de poing volèrent, et le départ de Dorsey ressembla plus à une éruption qu'à une résolution. L'équipe alla plus loin en démolissant sa cabane abandonnée, presque comme pour effacer les mauvaises ondes qu'il avait laissées derrière lui. Dans la saison 7, Dave Turin se retrouva en conflit avec Trey Paulson. Ce n'était pas un simple désaccord, c'était une véritable bataille d'ego qui a dégénéré en véritable bagarre. Turin, chargé de gérer une équipe, a fini par fournir du matériel à l'opération la plus fructueuse de Paulson. Le déséquilibre des succès était déjà assez flagrant, mais lorsque leur frustration s'est transformée en coup, il est devenu évident que collaborer n'était plus envisageable. Après des années de loyauté envers l'équipe d'Hoffman, Turin s'est retiré, marquant la fin d'une époque pour l'un des acteurs les plus constants de la série. Les rivalités naissent de conflits d'idées et d'orgueil, laissant des traces tant dans la vie professionnelle que personnelle. Les luttes de pouvoir de la ruée vers l'or. Une autre querelle légendaire a été la lutte de pouvoir incessante entre Parker Schnabel et Tony Beets. Schnabel, le jeune génie, voyait d'abord Beets comme un mentor. Cependant, le style pragmatique et les attentes démesurées de Beets ont rendu leur relation plus explosive que collaborative. Au fil des ans, leurs conflits sont passés du mentorat personnel à des rivalités professionnelles, l'accès aux terres et les redevances, suscitant des affrontements constants. La saison 8 a vu l'un de leurs plus grands affrontements lorsque Beets a débranché la station de lavage de Schnabel, brandissant son autorité comme une arme. Schnabel a riposté à sa manière en déversant des excédents de terre sur les terres de Beets, prouvant ainsi qu'il ne se laisserait pas faire si facilement. Leur relation s'est développée,